On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com à la fin du mois, 27 mai, 12e marche pour l'Alzheimer. Au profit de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, il y a le défi jeunesse, le défi des mères, le défi entreprise, l'envolée des papillons cette année. Bref, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, elle habite Chambly, c'est une auteure, déjà son 4e roman. Elle nous raconte une histoire, toujours avec une fresque un peu historique, mais basée sur une histoire vraie, l'histoire de sa grand-mère qui habitait dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui visiblement n'aimait pas la ruralité, mais plutôt la ville. Elle nous raconte ça à l'instant, l'auteure Louise Chevrier. L'auteure de Chambly, Louise Chevrier, nous arrive avec son nouveau roman, La quête d'Alice Gagnon. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On est rendu à combien de romans, là? C'est mon 4e. Quand même. Sur une période de combien de temps? Presque 10 ans. Oh là là! Et celui-ci vous a pris combien de temps à concocter? Un petit peu moins que les autres, là. 2 ans et demi, disons. Quand même. Quand Et c'est là même. qu'on voit, bien, je trouve ça intéressant de le dire parce que pour les gens qui nous regardent, on se dit, là là, personne n'a travaillé là-dessus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est vraiment, on fait quelques pages, on recommence, on fait des petits bouts. Je ne sais pas, à quelle cadence est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous vous donnez même la discipline d'écrire à tous les jours ou à toutes les semaines? Oh, moi, je suis une mère de famille. J'ai 7 petits-enfants. Je m'occupe de toutes sortes de choses. En fait, quand je rentre dans un roman, je file là-dedans, mais j'ai pas cette discipline de travailler chaque jour de l'année, OK. comme certains écrivains le font, et d'avancer continuellement dans l'écriture. Puis aussi, je suis une ancienne journaliste, alors j'ai un peu le défaut des journalistes de... D'attendre à la date limite? Bien, il y a une montée d'adrénaline qui Ouais, se c'est produit sûr. à ce moment-là, puis ça fonctionne encore, ça. OK, c'est un bon truc, ça. J'aime bien lire le résumé quand on regarde un livre, un roman, parce que ça nous donne, ça met un peu la table. On dit dans la région du Saguenay, Oui. dans une ferme du rang Saint-Louis à Lens-au-Foin, la jeune Alice Loretta Gagnon se rebelle contre le sort réservé aux filles aînées. Servante de la famille, non merci, elle déteste ce prénom de Loretta, tout comme la ferme et l'étable qui empeste la vache. En ce début de 20e siècle, hors de question de passer sa vie dans une paroisse reculée. Elle ira à l'école, elle l'étudiera le plus longtemps possible. Elle sera Alice, fille de la ville, libre et indépendante. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Bien, premièrement, c'est l'histoire de ma grand-mère. Et c'est aussi l'histoire de bien des femmes au début du 20e siècle qui, effectivement, sont nées dans des fermes à un moment où le monde se modernise. L'électricité arrive dans les villes, mais pas dans les campagnes, on le sait. Souvent, des filles aînées de famille, leur sort, c'est un peu d'aider la mère, de soutenir la mère. De ma grand-mère, on disait qu'elle avait élevé tous ses frères. Alors, moi, je suis allée recueillir ce genre de témoignages-là dans la famille parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages des gens de la famille pour forger ce personnage qui est ma grand-mère et le couple qu'elle a fait éventuellement avec mon grand-père. Bon. Vous l'avez connue de son vivant Bien sûr. pendant une assez longue période pour avoir de bons souvenirs d'elle? Oui, oui, j'avais 20 ans quand elle est décédée. OK. Pourquoi elle est si marquante pour vous? Ah, bien, premièrement, parce que le Saguenay, c'est mon enfance. Ouais. Moi, je suis originaire du Saguenay. Puis ce roman-là, cette idée de roman-là, peut-être parce qu'on vieillit. Quand on vieillit, on retourne à nos origines. En fait, ça prend plus d'importance, on dirait. Et on cherchait une bonne histoire qui se passerait peut-être au Saguenay, chez Urtubise. Ouais. Alors, moi, j'ai pensé à l'histoire de ma grand-mère, au fait aussi que mon grand-père a travaillé sur les grands barrages de l'époque. Le barrage de l'île Maligne, à la hauteur d'Alma, au Saguenay, Lac-Saint-Jean, vraiment à la frontière des deux, c'était l'ouvrage le plus important de l'époque. Mon grand-père a travaillé là, et ensuite, il va travailler à Beauharnois. Alors, je trouvais que le contexte historique était intéressant à explorer. Et au milieu de tout ça, une femme, une jeune fille qui détestait la campagne, on l'a compris, qui détestait la vie rurale, puis quelles sont les opportunités qui s'offrent à une fille à cette époque-là. Et pour elle, son idéal, c'était Chicoutimi. Oui, parce que c'est C'est la la ville. ville. C'est la ville, Chicoutimi. La grande ville, pour elle, c'est Chicoutimi. Lens-au-Foin, en fait, c'est la Saint-Fulgence aujourd'hui, pour les gens qui connaissent la région.
À l'époque, moi, j'ai conservé le nom de L'Anse au foin parce que parce que c'est poétique. On est Ouais. dans un roman. Puis au départ, ça s'est appelé L'Anse au foin parce qu'il y a des battures de foin sauvage là, à cette hauteur-là. Puis c'est là que le fjord arrête. Alors, il y avait beaucoup de choses intéressantes au point de vue historique pour parler de cette région-là. Puis je suis vraiment partie à la découverte parce que ma grand-mère ne parlait jamais de Saint-Fulgence. Elle ne parlait jamais de ça. Même il y en a qui ignoraient qu'elle était née à la ce point-là, campagne, ouais. tellement c'était une fille de la ville. Elle a dû tenir tête à son père, Oui. difficilement. Bien, les pères de cette époque-là, c'est des espèces de patriarches, puis même s'ils ne sont pas très intelligents ou n'importe quoi, ils se sont investis là, de beaucoup de pouvoir. Hein? Les pères, ils ont presque droit de vie et de mort sur la famille. Tous les autres sont des mineurs à leur charge, même leurs femmes. Alors, c'est certain que ces pères de famille-là étaient extrêmement autoritaires. C'est pas tout à fait un cliché, mais c'est presque vrai, là. Alors, c'est assez connu, ça. Moi, j'ai joué un petit peu là-dessus. Effectivement, elle va l'affronter. Parfois, on regarde le féminisme un peu plus moderne, celui que nous, on connaît, ou les références que nous avons dans les dernières décennies. Mais quand on regarde des histoires comme celle-ci, c'est un peu comme les premiers balbutiements aussi du féminisme qu'on connaît, nous, aujourd'hui, parce que souvent, on prend les choses un peu pour acquis dans la vie. Ça peut être la même chose dans le monde syndical ou dans d'autres sphères d'activité. Absolument. Mais visiblement, quand on regarde la façon où elle s'est un peu rebellée, on peut dire ça. Hein? Oui, on peut dire que c'est une rebelle. Oui. Elle a tenu tête et, dans le fond, elle a probablement, de sa petite ou modeste contribution à la société, fait en sorte de paver la voie aux femmes qui ont suivi. Bien, c'est l'époque. À cette époque-là, il y a peu pour les femmes, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Ouais. Hein? Le mariage est la seule voie pour sortir de la famille. Si elle aurait pu devenir institutrice, mais bon, le fait est qu'elle ne l'est pas devenue. Par contre, ces femmes-là vont transmettre à leurs enfants le goût de l'éducation. Ces filles vont aller au couvent. On verra ça plus tard, là. Évidemment, l'histoire nous apprendra, ou l'histoire nous a déjà appris que ces femmes-là, les filles de ces femmes-là et les hommes aussi vont faire des études, vont aller au couvent, les études classiques. La notion, moi, j'aimais ça aussi, explorer l'idée de l'éducation qu'on se fait à cette époque-là. J'ai lu des témoignages parce qu'au Saguenay, il y a beaucoup d'histoires orales, puis les historiens travaillent beaucoup avec ça. Puis j'ai lu des témoignages, non pas de Saint-Fulgence, mais de La Terrière, qui est un village en face, là, de la même époque. Puis ce désir d'être instruit transparaît dans certains témoignages. Il y a une femme qui dit, pour mon père, il disait, tant que vous voudrez aller à l'école et tant que j'aurai les moyens, vous irez. Alors, c'est un des sujets là, de ce livre-là, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1900, dans les campagnes, les écoles de rang s'arrêtaient en 4e année. Et ça fait pas si loin que ça, quand même. Là. Ça fait 100 ans. Dans l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose. Mais non, ça fait 100 ans. Puis quand on voulait prolonger ses études élémentaires, hein, l'école primaire, il fallait aller à l'école du village, qui était une école modèle. Puis là, on allait jusqu'en 7e année. Et après ça, les jeunes, ceux qui avaient la chance d'étudier allaient au couvent ou au collège. Qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent d'une histoire comme celle-ci? Oui, c'est un roman inspiré de la vie de votre grand-mère, qui est dans le paysage du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Donc, il y a des références historiques, mais géographiques aussi. Qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent de ça? Peut-être que lorsqu'on est déterminé à quelque chose, on peut avoir la maîtrise de sa vie. Il y a cette idée de détermination. Il y a aussi le fait, mon Dieu, comment je pourrais dire ça? C'est des gens qui évoluaient dans une société donnée, qui essayaient de trouver le meilleur dans cette société-là. Puis il faut se rappeler, j'aimais ça, l'idée que vous avez énoncée tantôt, que les choses ne sont jamais acquises et qu'aujourd'hui, on voit ça, là, on est encore dans une société où on a des problèmes d'illettrisme, d'analphabétisme. À cette époque-là, ça existait, c'était même un fait, là, c'était monnaie courante, mais on voulait s'en sortir. Alors, il y a tout cet aspect-là. Moi, ce que j'aime aussi, c'est redonner aux gens
J'essaie, en tout cas. J'ai réussi peut-être pas, mais de redonner aux gens l'atmosphère d'une époque. J'ai essayé de faire ça dans les Chroniques de Chambly. J'ai essayé de faire ça aussi avec ce roman-là. Des lieux, une époque, et pas les sortir de leur époque. Tantôt, on parlait de féminisme, mais on peut pas dire que cette femme-là est une féministe. Non, hein? effectivement. Alors, elle s'est juste battue pour sa vie à elle. Ouais. Quel est justement le lien avec vos précédents ouvrages ou les romans? Est-ce qu'il y a une suite ou si on veut, le canevas qui tient un peu tout ça, c'est le facteur un peu historique? Ce que je fais, ce que j'ai fait dans les Chroniques de Chambly, quand j'ai commencé à écrire les Chroniques de Chambly, je me suis demandé comment faire. Bon, à l'époque, il y avait Mme Gill qui avait sa façon de faire des romans historiques. Il y avait aussi Micheline Lachance qui allait chercher des personnages. Moi, j'ai décidé de prendre des personnages qui ont réellement existé, de les fouiller et de voir ce qui m'inspirait, ces personnages-là, pour construire des histoires. J'ai fait exactement la même chose, finalement, avec une personne que je connaissais mieux, mais j'ai utilisé exactement le même procédé, c'est-à-dire qu'à partir de faits, de réalités historiques, je brode autour, je crée une fiction, parce que ça reste toujours un roman, une fiction, et non pas un récit de vie. Avez-vous des projets futurs? Est-ce que vous êtes déjà en écriture pour le suivant? Oui, ça oui. Ah oui, ah oui. Oui, et puis il a l'air de bien fonctionner, ce livre-là. Je suis très contente. Il a l'air les gens le lisent avec beaucoup de plaisir et rapidement, semble-t-il. On prévoit la sortie du tome 2 l'année prochaine. Puis oui, j'ai d'autres projets d'écriture. Là, j'en ai 2 autres dans ma mire, si on peut dire. Et toujours avec un volet historique? Pour l'instant, oui, je suis toujours un peu dans l'histoire parce que c'est... il faut toujours faire j'écris des romans historiques parce que j'aime les romans historiques, puis parce que j'aime l'histoire. Je me vois pas écrire des... Je pense des fois là, à essayer d'écrire quelque chose de contemporain, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Un jour, ça viendra peut-être. Alors, vous pouvez vous procurer donc ce roman de Louise Chevrier, La quête d'Alice Gagnon, aux éditions Urtubise. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la 12e édition de la Marche pour l'Alzheimer qui va se tenir à la fin du mois, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On se prépare pour la marche pour l'Alzheimer présentée ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche le 27 mai au Parc Beaulieu. 4 invités pour en parler. D'abord, Guyane Marcoux, qui est la directrice générale de la Société Alzheimer du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Jennifer Young, qui est porte-parole conjointe pour la marche de l'Alzheimer, également présidente de l'Infirmerie du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Également, Mme André Bouchard, coprésidente d'honneur du défi jeunesse de la Marche pour l'Alzheimer, mais également présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bonsoir. Et notre 4e invité, Sébastien Dion, qui est le coprésident d'honneur du défi entreprise, directeur général de la ferme Guillon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, Guyane, nous expliquer, parce que, bon, la Marche pour l'Alzheimer, c'est au profit de la cause, bien évidemment,
Vous dirigez une société qui en a aussi drôlement besoin. Il y a de l'argent pour la recherche, oui, mais il y a de l'argent aussi pour les services qu'on offre. Parlez-nous de l'importance de cette activité bénéfice annuelle. Bien, l'objectif cette année de la marche est de 150 000 et principalement, les fonds recueillis servent à donner des services aux familles et principalement du répit à domicile pour favoriser une pause à l'aidant. Et en même temps, les accompagnatrices qui vont en domicile offrent une stimulation à la personne atteinte, donc un temps de qualité avec la personne atteinte. C'est à raison de 4 à 8 heures semaine. Et tant qu'ils sont à domicile, on offre le service. Bon, vous avez un partenaire majeur également qui est la Caisse des Jardins du Richelieu avec son directeur général, Luc Bazinet. Luc Bazinet, exact. Donc, c'est important, la contribution de Desjardins? C'est important. C'est le présentateur principal de l'événement. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont avec nous. Alors, on apprécie énormément ce partenaire-là. M. Desjardins s'est aussi engagé à solliciter les entreprises du milieu et à amasser un 10 000 de son propre chef. Jennifer Young, qu'est-ce qui vous a, amené dans votre carrière à vous intéresser à la cause de l'Alzheimer? Bien, le besoin, le manque de connaissances aussi. Donc, en tant qu'infirmière, la moindre des choses, c'est de s'informer face à la population qui est vieillissante et qu'est-ce qui les touche beaucoup, entre autres, c'est tout ce qui est au niveau des troubles neurodégénératifs. Ouais. Donc, on inclut là-dedans la maladie d'Alzheimer, bien sûr. Puis, je pense que plus qu'on est informé, puis plus on met... la peur, l'inconnu fait toujours peur, hein? Donc... on arrive à mettre la peur de côté dans ce temps-là. On parle souvent de la promotion des saines habitudes de vie, mais en quoi adopter de bonnes habitudes de vie pourrait peut-être éviter qu'on développe l'Alzheimer? On ne peut pas éviter. Ouais. Ça peut aider, bien, comme tout problème de santé, dans le fond, faire en sorte que le côté de la stimulation du cerveau soit meilleur, dans le fond, absolument. Donc, entre autres, le fait de faire de l'exercice, ça a été prouvé. Une meilleure oxygénation, excusez avec les mots, une meilleure oxygénation fait en sorte que les neurones sont bien stimulés. Donc, ça aide beaucoup. C'est certain que la bonne alimentation et tout le reste, dans le fond, là, au niveau de la bonne santé, ça aide beaucoup aussi. Bon. Il y a cette année aussi une nouveauté qui est l'envolée des papillons. Oui. Ça va être joli, ça? Oui, ça va être super beau. 500 papillons, des belles dames qui sont offertes par la ferme Guillon. Donc, sont au coût de 10 $ le papillon pour amasser les fonds, justement. Puis, ça va être vraiment beau. Là. Ça va être magnifique, cette envolée-là. Bon. Madame Bouchard, donc coprésidente d'honneur du défi jeunesse, vous représentez la commission scolaire, donc la jeunesse un peu. En quoi c'est important de taper un peu sur l'épaule des enfants pour leur faire un peu de pédagogie aussi à l'égard de la maladie en soi et de l'importance aussi d'être impliqué dans leur communauté, dans la collectivité? Moi, je trouve ça important. Ma participation est surtout communicationnelle, je dirais. C'est la 3e année. Je trouve ça important parce qu'on a un bassin d'à peu près 20 000 élèves, c'est-à-dire qu'on peut rejoindre 20 000 familles, 2 500 employés. Alors, et je suis bien certaine que chacune de ces personnes-là a quelqu'un dans son environnement qui n'a pas nécessairement la maladie, mais qui connaît quelqu'un ou qui aide quelqu'un qui a la maladie. Deuxième chose, la perte de la mémoire, pour moi, c'est vraiment très, très douloureux. Douloureux pour la personne qui est atteinte, mais pour les personnes qui sont autour aussi. Alors, c'est important pour moi de sensibiliser à ce sujet-là. Puis je trouve que, justement, la marche, ça fait partie des saines habitudes de vie et c'est une façon de le faire tout le monde ensemble. Bon. Sébastien Dillon, vous représentez un peu le milieu d'affaires parce qu'on souhaite également que les entreprises s'impliquent via le défi entreprise. Est-ce que vous-même, est-ce que de près ou de loin, est-ce que la maladie de l'Alzheimer a fait partie un peu de votre environnement personnel ou familial ou amical? Oui, tout à fait. En fait, c'est la principale raison, beaucoup on s'est associés. Nous, on fait beaucoup d'événements à la ferme. À chaque semaine, il y a toujours des activités. Par exemple, des activités sur les moutons, sur les abeilles. Donc, chaque semaine, on a des activités. Je crois que le plus bel événement qu'on a à la ferme à chaque année, c'est l'envolée des papillons. L'année passée, c'était la 7e édition qu'on faisait. Et ça s'est donné que c'était à quelques jours, c'est toujours la 3e ou 2e fin de semaine de septembre. Et ça s'est donné que c'était à quelques jours de la fête internationale des grands-parents. Alors, je me suis dit, mais parfait, cette année, en 2017, on va faire une activité qui était pour commémorer les grands-parents. Et ça s'est donné qu'effectivement, que ma grand-mère a eu l'Alzheimer. Donc, entre les premiers signes, si on veut, jusqu'à la fin.
malheureusement. Et c'est écoulé beaucoup de mois, beaucoup d'années, et on l'a vu dépérir rapidement, et ça m'a affecté. J'avais une 15-16 ans, et c'était une terrible maladie. Alors, pour nous, là, en 2017, quand on a dit l'envolée des papillons, c'est pour l'Alzheimer, ça faisait de soi. Et quand on m'a reparlé de faire un autre envolée des papillons, on ne peut pas utiliser les monarques, parce qu'en septembre, c'est les monarques qu'on utilise. Alors, parce qu'ils retournent au Mexique, puis on fait toute une commémoration très humoristique par rapport à ça. Et le papillon Belle Dame, lui, au mois de mai, il est prêt à faire un envolée de papillons. Donc, ça allait de soi que nous, on devrait s'impliquer encore cette année en 2018. On a dit, Guyane, dans une entrevue précédente, cette espèce d'accroissement, malheureusement un peu statistique, mais prévisible, de l'augmentation des cas d'Alzheimer. Parce que déjà, votre société, évidemment, vous avez un énorme territoire. Exact. Vous avez beaucoup de personnes, évidemment, déjà, mais vous avez aussi des listes d'attente. Exact. Et on le sait, les listes d'attente n'iront pas en diminuant. Non. Pourquoi? En fait, il y a le vieillissement de la population qui est là. Il y a de plus en plus de personnes atteintes parce que le vieillissement est là. Donc, on retrouve la maladie en âge avancé. Mais on retrouve aussi la maladie en bas âge maintenant. On offre plus de services aussi dans le sens où on offre des groupes d'activités pour les personnes en phase précoce, jeunes. Alors, on a ouvert 3 groupes, une haltérothérapie le vendredi, pour en plus ajouter des services, mais des services de groupe qui nous coûtent un peu moins cher, au sein desquels on peut offrir du service pour plusieurs personnes. Donc, on essaye de réduire les coûts, mais de desservir plus de personnes. Alors, c'est des services. Puis, on a toujours le répit à domicile, on a les groupes de soutien, etc., là, pour lesquels... Donc, en ce moment, c'est un territoire de 32 municipalités exact. Pour la Société Alzheimer. Et vous aidez de près ou de loin combien de personnes annuellement? Par année, Oui. c'est autour de presque 5 000 personnes par année. C'est énorme. Oui, mais ça va de les demandes téléphoniques à du soutien de répit régulier. C'est énorme. Ouais. Et les listes d'attente actuellement ressemblent à quoi? Les listes d'attente pour le répit, présentement, on est presque à 200 familles en attente. Et quel est le délai avec lequel ils peuvent espérer un jour avoir des services? Ça dépend du territoire qu'ils habitent, ça dépend des filles qui se libèrent, ça dépend des hébergements des personnes qui sont à domicile, mais je dirais que c'est entre 6 mois à 1 an d'attente. L'année passée, on a investi 190 000 la société, en répit additionnel qui venait de nos levées de fonds. Cette année, on souhaite en faire autant avec la marche là, et toutes les campagnes de levée de fonds qui vont bon train, là. Jennifer Young, quand vous regardez les personnes ou les aidants naturels que vous pouvez côtoyer dans votre pratique, en quoi les répits sont comme une bouffée d'air pour ces gens-là? Mon dos, c'est tout. Les aidants naturels, c'est les deuxièmes victimes de la maladie. Ouais. C'est-à-dire que la personne est atteinte, oui, parce que les gens qui les côtoient, c'est eux autres qui sont épuisés, c'est eux autres qui ne savent pas où aller chercher l'aide, comment faire en sorte de pouvoir s'en sortir de leur quotidien aussi, là. Donc, ce répit-là fait en sorte que ça les aide de continuer à avancer. On dit que 47 des personnes aidantes décèdent avant la personne atteinte. Donc, ils ont vraiment besoin de répit, là. Ils ont C'est un défi de d'aide. société important, là. Puis je voulais juste apporter un petit mot face aux papillons des Belles Dames. Je trouve ça bien aussi parce que 72 des personnes atteintes, ce sont des femmes. Puis je trouve que ça fait un petit clin d'œil, à ce côté-là. Bien, probablement, les femmes vivent un peu plus longtemps généralement, donc forcément, il y a un lien à faire. Ouais. Mais on disait tantôt aussi qu'il y a des cas un peu plus précoces aujourd'hui. Oui. Bien, il y en a toujours eu, mais il me semble que les diagnostics sont plus raffinés et faits beaucoup plus tôt. Alors, on en voit plus affluer à nos bureaux, là, des jeunes gens. Notre plus jeune cas a 35 ans présentement qu'on dessert. C'est incroyable. Alors, oui. Bon, André Bouchard, on parlait tantôt évidemment de la jeunesse, des élèves, des enseignants aussi. C'est quand même une institution importante, la commission scolaire. Donc, comment on arrive à sensibiliser tout ce beau monde-là à la cause de l'Alzheimer? On leur a écrit, on n'abandonne pas sur Facebook, on les incite à ne pas nous oublier. Puis on leur dit surtout que c'est pas tant de marcher pour les gens qui sont malades, mais étant donné justement que les diagnostics sont faits maintenant de façon plus précoce, plus raffinée, et que les gens sont malades plus longtemps, il faut soigner les aidants. Il faut aider les aidants. Alors, c'est dans cet objectif-là
qu'on interpelle notre monde. Sébastien, même si vous aviez 15 ans, donc au moment où votre grand-mère était atteinte de la maladie, mais quel est le souvenir que vous avez de l'entourage qui, probablement, dans les dernières années, ça devait être un peu plus difficile? C'était effectivement très difficile. Par contre, jusqu'à la toute fin, ce qui était beau quand même de cette période-là, c'est que c'était toujours une dame qui donnait tout, qui était très, très généreuse. Et jusqu'à la toute fin, ces valeurs-là, si on veut, cette âme-là reste malgré la maladie. Et ça, à la toute fin, petite anecdote comme ça, j'avais un examen à faire à l'université et j'ai dit, maman, est-ce que tu vas m'aider? Et malgré la maladie, malgré qu'elle était ailleurs, elle a eu comme un sursaut de lucidité. Elle dit certainement qu'elle est retombée. Alors, malgré tout ça, on a quand même des beaux souvenirs parce qu'on sait jusqu'à la toute fin qu'elle restait elle-même. Voilà. Et si on revient au papillon, une belle dame, ça ressemble à quoi? En fait, c'est un peu drôle parce que le monarque, c'est un papillon qui est très, très connu, évidemment, parce qu'on en entend beaucoup parler, parce qu'il s'en va au Mexique, il revient. Le belle dame, l'année passée, on a eu beaucoup d'éclosions au printemps. Les gens confondaient le monarque. Mais c'est un mini-monarque, si on veut, beaucoup plus petit. Un papillon magnifique, mais un peu plus petit, mais les mêmes couleurs. On parle du noir puis du orange, très, très flamboyant. Les gens, surtout dans la région de Saint-Jean-Chambly, pensaient que c'était nous qui avions lâché beaucoup de belles dames, mais ce n'est qu'une raison normale, qu'il y avait plusieurs éclosions l'année passée. C'est pas à cause de nous. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Bonne chance. On le répète, donc dimanche 27 mai, 12e édition de la Marche pour l'Alzheimer, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Parc Beaulieu. Vous avez l'adresse Internet au bas de l'écran pour, bien sûr, obtenir tous les renseignements nécessaires aux différents défis auxquels vous pouvez participer. Merci beaucoup. Merci. On n'oublie pas. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour ceux que ça intéresse, le 31 mai, il y aura une soirée d'information sur la grille du Frêne. On sait que c'est un problème ici dans la région. On a des arbres, malheureusement, qu'on a dû abattre, entre autres sur le secteur Boisé-Normandie, là, près de la Polyvalente. Entre-temps, ne manquez pas le Télébingo, 4 000 $ en prix tous les dimanches matin, 9h30. À demain. Bye-bye.